Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier webinaire sur le programme de leadership humanitaire, donc présentation du cours que l'on appelle aussi PLH, dont vous avez peut-être entendu parler. Je suis Sophie Perea, je suis directrice académique du cours et je suis basée à Deakin, à l'université Deakin en Australie. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Stéphanie Rouel, qui est la référente du projet PLH pour Action contre la faim et basée à Paris. Stéphanie, bienvenue. Merci Sophie, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en ligne pour cette présentation que l'on espère aussi interactive que possible, en tous les cas via les discussions. Donc moi je travaille pour Action contre la faim, qui est partenaire du programme de leadership humanitaire depuis 2017, et je suis référente du programme dans le sens où je coordonne et organise les différentes unités en présentiel dont nous parlerons tout à l'heure. Merci Stéphanie. Nous avons quelques personnes qui se joignent en ligne via téléphone. Il y a aussi la possibilité de poser vos questions sur le chat qui est en bas à droite. Si vous avez des questions, soit Stéphanie, soit moi-même répondront suivant la présentation. Cette présentation, on va parler de plusieurs choses. On va vous présenter le cours, on va vous présenter aussi qui sont les bons candidats pour ce cours, et puis quel est le contenu, quelle est cette approche assez unique d'enseigner le leadership humanitaire, qui est quelque chose qui est très différent des formations auxquelles vous avez sûrement eu l'habitude d'avoir. Nous aurons peut-être quelques diplômés du cours, que ce soit anglophones ou francophones, qui nous rejoindront, et donc je les invite aussi à partager leurs expériences en chat s'ils sont là, ils ou elles sont là. Quand vous notez je vois que Helaji Amakba a bien commencé en inscrivant où est-ce que vous êtes, qui vous êtes et où est-ce que vous êtes basé, et aussi avec qui est-ce que vous travaillez. Ça donnera un peu une idée de la diversité des personnes que nous avons avec nous aujourd'hui. Stéphanie, je me propose de commencer. Oui, merci Sophie. Alors, un petit peu d'historique par rapport à ce cours. C'est un cours qui a été développé fin 2011 dans les discussions, et en fait le premier cours a été en anglais et été délivré en partenariat entre l'université de Kent, Save the Children, pour répondre à ce besoin de manque de leadership qui a été observé depuis pas mal de temps dans le secteur humanitaire, mais qui est surtout ressorti après les inondations au Pakistan et la réponse en Haïti. Donc, il y avait tous ces rapports et ces recherches qui ont fait apparaître ce manque de leadership. Donc, Save the Children Australie et l'Université du Kent se sont mis ensemble pour développer un cours spécifiquement adapté aux humanitaires et donc aux urgentistes initialement, pour développer ces compétences qui étaient vues comme un manque. Donc, première itération du cours en 2012, et puis grâce à un financement du gouvernement australien, jusqu'en 2014, en fait, il y a eu un cours chaque année qui était donc d'une durée de 8 mois, et qui avait pour cible particulièrement donc les urgentistes australiens et beaucoup d'internationaux. En 2000, et parmi ces internationaux, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient d'Afrique de l'Est et Afrique de l'Ouest, qui disaient bien, qui étaient bilingues évidemment, et qui disaient oui, mais c'est vraiment très important d'avoir ce même cours délivré en français. Nous n'avons pas cette opportunité. Donc en 2014, nous nous sommes rendus à Paris. Nous avons rencontré Action contre la faim, et là, nous avons discuté de la possibilité d'établir un partenariat pour travailler
spécifiquement avec ce cours dans les zones francophones. Donc pas uniquement Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, mais aussi Haïti ou des francophones travaillant dans d'autres régions, mais qui voudraient étudier en français. Et donc l'idée est partie et nous avons commencé à former des membres de faculté. Et en même temps, nous avons préparé tout ce qui était documentation et alors nous sommes dans une université qui est dès qu'il y a il manque un mouvement. Stéphanie, est-ce que je peux te laisser la parole juste un instant? Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez tous? Bon, voilà, c'est de retour. Pardon. En fait, nous sommes dans une université qui, dès qu'il n'y a pas de mouvement dans les salles, les lumières s'éteignent, économie d'énergie. Donc en 2015 jusqu'à 2017, nous avons préparé tout ce qui était administratif pour avoir une validation académique. Parce que ce cours n'est pas une formation comme une formation où vous recevez un certificat, vous recevez un diplôme académique. De fait, il y a une rigueur académique qui est requise et qui a dû passer tous les échelons. En fait, il y a eu 13 comités au niveau de l'université Deakin qui ont validé ce cours. Et puis, il y a eu le ministère de l'Éducation supérieure, en fait, 3e cycle, australien, qui a ensuite validé ce cours. En même temps, nous avons reçu aussi un financement de USAID, d'OFDA en fait, qui nous a permis de lancer cette première itération qui a commencé en septembre 2017. Nous avons eu la validation pour le cours au niveau national fin septembre et nous avons commencé le cours fin septembre. Nous étions prêts avec donc une première itération qui s'est déroulée sur 8 mois, qui s'est terminée en avril 2018. Et puis, nous avons lancé cette année la deuxième itération le 4 mars afin de suivre un calendrier académique universitaire de Deakin. Cette deuxième itération est en cours. Nous sommes prêts en fait. Nous allons bientôt partir avec Stéphanie et beaucoup de membres de l'équipe pédagogique sur Dakar où nous allons passer 3 semaines à préparer et avec le dernier présentiel de cette unité avec les 31 étudiants que nous avons actuellement. Nous avons la prochaine itération, d'où l'importance de partager certaines informations sur le cours qui débutera le 4 novembre. Donc 4 novembre, c'est une date de pré-rentrée, une semaine de pré-rentrée, et la date vraiment officielle où les cours commencent, où les étudiants doivent vraiment participer, commencer à participer activement, c'est le 11 novembre. Et ceci donc jusqu'à 10 juin. Chaque promotion, chaque cours est en fait d'une durée de 8 mois. Et puis donc, de fait, cette présentation est à savoir que la date limite des dépôts des dossiers sera le 25 octobre, sachant que donc ces dossiers doivent être constitués et passent par un comité de sélection afin de nous assurer que les personnes qui rejoignent le cours remplissent bien les critères que l'on va vous présenter. Stéphanie. Alors, justement, donc, quels sont les profils recherchés pour cette cours académique? C'est une formation qui s'adresse uniquement à des professionnels expérimentés de notre secteur, donc au sens large, donc la solidarité internationale, les personnes qui travaillent en lien avec des organisations humanitaires, des organisations de développement, et quel que soit leur poste, quel que soit leur métier, quel que soit le type d'organisation pour lequel elles travaillent, quel que soit le niveau ou le lieu où elles travaillent pour ces organisations, ça peut être sur le terrain, en niveau base, capitale, pays, national, régional ou international au niveau des sièges. Et comme l'a dit Sophie tout à l'heure, au niveau de différentes zones géographiques. Voilà. On cherche des profils de tous les âges. La moyenne d'âge, pour info, est d'environ 40-41 ans en fonction des promotions. Et évidemment, une belle représentativité
activité au niveau équilibre homme-femme que l'on arrive à avoir à peu près en 2/3, 1/3 en ce moment sur le francophone. Donc, comme je l'ai dit, au niveau des postes, que vous soyez en salarié national, salarié expatrié ou international, que vous travaillez pour un partenaire local, que vous soyez basé au siège, en régional sur le terrain, et tous les types de métiers sont intéressants parce que l'idée, c'est de reconstituer sur cette formation la diversité que l'on retrouve quand on travaille sur le terrain, de tous les acteurs, y compris les gouvernements locaux, y compris les bailleurs de fonds, y compris toutes les formes d'organisation et d'association que l'on peut retrouver. Et peut-être même des prestataires. Parfois, il est possible d'avoir des personnes qui représentent le monde privé parce qu'ils interviennent beaucoup avec les interventions humanitaires qui sont développées sur le terrain. Donc, finalement, en revanche, il y a un certain nombre de prérequis qui sont bien expliqués sur le site internet pour postuler. L'idée, c'est quand même d'avoir, comme on a dit, une expérience, donc d'avoir minimum 5 ans d'expérience dans le secteur de l'humanitaire ou du développement. C'est un cours de leadership et non pas de management, mais pour cela, il s'adresse à des personnes qui ont déjà eu un rôle d'encadrement et qui ont déjà donc encadré des équipes et qui veulent perfectionner, transformer leur mode de leadership. Sophie en reparlera un petit peu tout à l'heure. Évidemment, comme Sophie l'a expliqué, c'est un cours en français qui s'adresse à des francophones et donc il faut avoir un excellent niveau de français à la fois à l'oral et à l'écrit puisqu'il y aura beaucoup d'expressions orales lors des différents moments du cours qui seront expliqués tout à l'heure, mais aussi pouvoir rendre des devoirs, des évaluations écrites. Et évidemment, comme il y a plusieurs sessions qui se font en ligne à distance, puisque c'est un cours qui est compatible avec une activité professionnelle en parallèle, donc il faut pouvoir avoir accès à Internet de là où vous êtes basé sur votre poste, sur le poste où vous travaillez. Voilà un petit peu pour les aspects profil et les critères qu'il faut pour pouvoir postuler. Merci Stéphanie. Alors, quand on parle de cours de programme de leadership humanitaire, pourquoi est-ce que ces critères sont importants et comme l'a dit Stéphanie, c'est un cours de leadership et pas de management. On part du principe que les personnes qui rejoignent le cours ont déjà cette expérience de management. Et donc, c'est vraiment de les amener au niveau supérieur. Ce sont des personnes qui ont un projet de développement professionnel bien clair et qui veulent soit conserver, développer le poste actuel qu'elles ont, soit monter en grade, ou alors changer d'orientation dans leur vie professionnelle, mais en partant de leadership. Donc pas du tout d'expertise. On n'apprend pas du tout aux étudiants tous les aspects techniques d'une réponse humanitaire. C'est pour cela que le cours initialement développé pour que des urgentistes est maintenant ouvert un peu plus aux personnes qui sont aussi dans le secteur du développement, parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes travaillant dans le développement dans des situations peuvent, au travers des changements de contexte, avoir à répondre aux urgences, et qu'il est important de pouvoir avoir ces personnes ou ces organisations collaborer, travailler avec les urgentistes. Ce qui va de même pour les organisations, les grandes ONG ou les Nations Unies, qui très souvent travaillent sur des programmes de développement et qui ensuite doivent passer à une réponse en urgence. Donc, pourquoi est-ce que ce programme est unique et très différent de tous les autres programmes que vous avez peut-être pu faire? Moi, d'abord, j'ai une question. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont déjà rencontré des personnes qui ont fait le cours ou qui en ont entendu parler? Si vous pouviez partager cela dans
dans la chat, la boîte de discussion, ce serait très bien. Alors, ce cours n'est comme une des étudiantes à qu'elle dirait, ce n'est pas un cours académique en tant que tel, mais ce n'est pas un training non plus. C'est vraiment un cours académique qui est adapté à des gens de terrain. Et comme disait Stéphanie, compatible avec une vie, enfin une activité professionnelle. De fait, vous avez une pédagogie qui est très engageante. On apprend beaucoup, enfin, vous apprenez, les étudiants apprennent beaucoup de leurs pairs, mais aussi on leur donne un cadre afin de pouvoir développer des compétences qu'ils ou elles ont déjà, mais dont ils ou elles ne savent pas ou ne les ont pas exploitées à leur maximum. De fait, nous utilisons pour arriver à ce résultat, nous utilisons des outils assez innovants. Donc, comme vous pouvez voir, le Hogan 360, coaching, du mentorat, des simulations. Donc, au niveau du Hogan, c'est un test psychométrique que l'on utilise qui définit un peu comment les gens vous perçoivent en tant que leader et donc les choses sur lesquelles vous devez travailler. Vous avez un accompagnement tout au long du cours, tout au long des 8 mois, pour développer ces comportements de leadership. Et puis ensuite, vous avez un système de mentorat. Donc durant ces 8 mois, il y aura aussi un processus de 360 qui se passera dans votre cadre professionnel où on va demander à une dizaine de personnes, vous allez demander, pardon, à une dizaine de personnes de vous faire des retours, apprendre à recevoir des retours et comment travailler ce retour sur vos comportements de leadership, votre leadership en tant que tel. Vous aurez aussi accès à du coaching durant les présentiels et puis il y a aussi beaucoup d'activités interactives en ligne et durant les présentiels avec des simulations en ligne et simulations virtuelles et au réel lors des présentiels qui se déroulent à Paris, enfin en région parisienne pour l'unité 2 et au Sénégal pour l'unité 4. Merci. Donc, ce cours étant accrédité, évidemment, il y a certaines demandes sur ce que vous devez fournir. Vous devez être engagé dans le cours. Il y a des séminaires hebdomadaires qui se passent auxquels vous devez participer, contribuer au forum de discussion. Il y a une plateforme développée spécialement pour le cours au niveau de ce qui est en ligne. Et puis, il y a aussi toutes les activités que vous allez… En fait, c'est de la mise en pratique de ce que vous apprenez au jour le jour dans vos activités régulières. Il y a 2 unités. Donc, le cours est divisé en 4 unités. La première unité en ligne de 11 semaines, durant laquelle vous allez beaucoup plus travailler sur le contexte humanitaire ou le contexte dans lequel vous évoluez ou que ce soit de développement, mais on va vous donner un cadre et un sens, c'est-à-dire que vous allez avoir un moyen de communiquer qui sera le même entre les différents étudiants qui travaillent dans différentes organisations ou qui ont des expériences très diverses. C'est là où vous allez commencer à apprendre à vous connaître. Il y a 3 devoirs à remettre pendant cette unité et ça qui va vous demander à peu près une dizaine d'heures de travail par semaine, incluant la rédaction des devoirs. Donc, savoir que ce n'est pas quelque chose que vous faites en un bloc tout à la fin, c'est vraiment quelque chose qui est progressif tout au long des 11 semaines. Une fois que vous avez terminé cette première unité qui s'appelle le monde humanitaire, vous allez entrer dans ce que l'on appelle le premier présentiel, qui est un intensif. Vous allez passer 7 jours avec une équipe pédagogique assez conséquente, puisque en général nous avons en moyenne un étudiant, une personne de l'équipe pédagogique pour 2 étudiants au niveau organisationnel. Ça ne veut pas dire qu'une personne travaille qu'avec 2 étudiants, loin de là.
mais vous travaillez donc tous en équipe. Et c'est là où cette unité qui s'appelle développer son leadership vraiment va travailler à identifier vos qualités en tant que leader et comment et ce que vous pourriez développer davantage. Donc déjà vous connaître vous-même, c'est vraiment beaucoup d'introspection avec certaines des activités innovantes dont je vous parlais. Stéphanie, est-ce que je peux te donner la parole? Oui, bien sûr. Donc, un aspect très interactif dans ces séminaires, tu étais sur la partie évaluation, c'est ça? Oui, alors oui. Donc, sur les évaluations, bah, vas-y, reprends la parole puisque on te voit même dans le noir, tu sais. Ah bon, ok, très bien, je ne savais pas parce que moi je ne vois pas. Donc, à savoir que une fois que vous avez, donc il y a le présentiel qui va, vous avez terminé la première unité, vous vous rendez sur le présentiel qui va durer 7 jours, très intense, où beaucoup sera demandé de vous, mais à savoir que c'est votre semaine de leadership. Donc, certaines personnes demandent pourquoi est-ce que vous voulez l'autorisation de mon superviseur pour participer, simplement que votre superviseur ou votre organisation sache que vous serez sur un présentiel et qu'il soit un bon soutien à ce que vous essayez de faire au niveau de votre développement de leadership, puisque pendant ces 7 jours, ce sont vos 7 jours et où vous allez vraiment travailler pour vous, pas pour apprendre une technique, pas pour apprendre quelque chose pour les autres, mais vraiment travailler sur vous et pour vous. Une fois que vous avez donc c'est pareil, hein, ce présentiel comporte des évaluations. Vous êtes et vous devez passer la première unité et la deuxième unité afin d'évoluer au niveau supérieur, qui sont les unités 3 et 4. Unité 3, nous repartons pour 11 semaines de cours en ligne, dans lesquels nous travaillons beaucoup plus sur le leadership opérationnel. Donc vraiment comment appliquer son leadership aux différents contextes, à différentes thématiques et dilemmes auxquels le secteur de la solidarité internationale fait face. Et puis, suivi à la fin de ces 11 semaines, vous êtes donc prêts pour la dernière unité qui se passe en présentiel, 8 jours au Sénégal. Donc, quand on parle de 8 jours, c'est 8 jours d'affilée, comme j'ai dit. Il n'y a pas de week-end, c'est vraiment complet. Et là, c'est comment démontrer votre leadership. Donc, c'est de mettre en pratique tout ce que vous avez appris au cours des derniers 8 mois. Durant toute cette période, vous êtes accompagné au niveau académique, pédagogique. Nous avons toute une équipe en place entre Action contre la faim, le Centre de leadership humanitaire. C'est vraiment très complémentaire. Et l'idée, c'est vraiment d'être là pour vous aider. Seulement, c'est vraiment quelque chose que vous voulez, que vous devriez. Ce n'est pas un cours à faire juste pour dire j'ai fait ce cours. C'est vraiment un cours à faire si vous voulez changer. Je vois que nous avons quelques personnes qui se rejoignent à nous du Tchad, de RDC, du Niger. Bienvenue. Alors, je pourrais répondre avec Stéphanie, on pourra répondre aux questions que vous aurez ensuite. Mais une des questions qui vient très régulièrement, et je repasse la parole à Stéphanie, c'est les coûts. Voilà, donc c'est une formation qui, sur le marché pour un cours de 8 mois accrédité équivalent à un tiers d'un master, est vraiment très accessible parce qu'il a été notamment sponsorisé par notre partenaire financier qui est le gouvernement américain, comme l'a dit Sophie, qui est l'un des cofinanceurs de ce projet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a différents tarifs en fonction de à la fois la structure au sein de laquelle vous travaillez et à la fois le type de contrat que vous pourriez avoir au sein de cette structure. Donc, les personnes travaillant pour
des organisations nationales ou provenant de pays non membres de l'OCDE vont payer un peu moins de 4 000 $ australiens, sachant que tous les frais de scolarité sont facturés en dollars, unité par 2 unités à la fois, et l'équivalent en euros, on a mis un équivalent en euros au moment du taux de change de l'année, c'est environ 2 500 €. Voilà. Et ensuite, en fonction de si vous travaillez pour une structure internationale ou au sein d'un siège et que donc vous êtes plutôt en contrat international, à ce moment-là, c'est l'échelon 2 et c'est plutôt 3 382 €, donc l'équivalent plus ou moins pour 5 400 $. Et ensuite, si vous travaillez pour une agence de l'ONU ou un gouvernement, un bailleur de fonds des pays de l'OCDE, ça monte à 7 800 €. Quand il y a un doute par rapport à cet échelon et quand il y a un doute par rapport au montant des frais de scolarité à payer, c'est très facile de poser la question et de se faire renseigner en disant bah voilà, moi je suis de telle nationalité, travaillant dans tel pays pour tel type d'organisation, quel serait le tarif applicable dans mon cas, etc. Et là vous aurez une réponse très rapide par rapport à ça. Voilà, donc comme Sophie l'a dit, les examens à la fin de l'unité 2 sont essentiels pour passer à l'unité 3. Donc normalement, il y a un premier versement pour les unités 1 et 2, puisque ensuite, si la personne, si l'étudiant ou l'étudiante ne réussit pas l'unité 2, elle ne pourra pas passer à l'unité 3 tout de suite, elle pourra peut-être recommencer l'année suivante, et donc ne sera pas facturée, les frais de scolarité ne seront pas facturés pour l'unité 3 et 4 tant que la personne ne passe pas. Voilà. Merci Stéphanie. Juste une information en plus. Je sais que pas mal. Alors je vois, c'est vrai qu'il y a une question par rapport aux bourses. Alors beaucoup demandent s'il y a des bourses. À savoir que, comme disait Stéphanie, une bonne partie du cours est financée par notre bailleur de fonds. Donc ça, c'est vraiment déjà un prix ajusté. Il y a 4 bourses pour les femmes pour l'instant, qui sont vraiment exclusives en femmes et qui sont financées par la fondation IKEA. Et ce sont des bourses partielles. Et ces bourses partielles sont remises, sont évaluées. Ce sont les personnes, les étudiantes qui postulent pour ces bourses doivent avoir réussi les unités 1 et 2 et avoir démontré un engagement certain avec des résultats certains aussi. Ça ne veut pas dire qu'elles sont les premières de la classe, mais ce sont des personnes qui ont vraiment démontré une progression dans leur apprentissage. Une fois qu'elles ont passé les unités 1 et 2, elles peuvent postuler pour ces bourses qui sont donc basées sur le mérite et qui se passent par un comité de sélection afin d'être attribuées. Ce qui fait que ces bourses couvrent les frais de scolarité. Elles ne couvrent pas les frais de transport pour les présentiels à noter. Et juste une clarification sur les coûts. Ce sont des frais de scolarité. Ce ne sont pas les frais qui vont couvrir vos billets d'avion pour aller assister au présentiel. Si vous passez quelques jours avant ou après, que ce soit en France ou au Sénégal, ça c'est à votre charge. Par contre, lorsque vous êtes en présentiel, que ce soit les 7 jours sur Paris, enfin sur la France, ou les 8 jours sur le Sénégal, là vous êtes nourri, logé pendant toute la période. Stéphanie, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, peut-être juste de préciser que effectivement différents candidats, donc différents étudiants et étudiantes ont parfois un accord avec leurs propres organisations.
Il peut y avoir un peu tous les cas de figure. Parfois, c'est un cofinancement, c'est-à-dire l'organisation paye une partie des frais de scolarité et l'étudiant ou l'étudiante paye le reste. Parfois, l'organisation prend tout en charge. Donc, en fait, au moment de l'inscription, on vous demande de pouvoir préciser quel est le type enfin, qui contribue au financement des frais de scolarité, des frais d'inscription, puisqu'il peut y avoir tous les cas de figure possibles, soit 100% pris en charge par l'employeur, soit 100% pris en charge par le candidat ou la candidate, soit c'est partiel en fonction des différents types de dépenses. Donc effectivement, il faut rajouter à ça des billets d'avion, enfin des déplacements sur la France et le Sénégal pour les présentiels. Et puis, mais autrement, tout est pris en charge. Merci Stéphanie. J'ai vu qu'il y avait une question de Séverin. Oui. Je vais répondre dans le chat. Très bien, merci. Par rapport au cours en tant que tel, donc pour revenir sur les bourses et compléter ce que Stéphanie disait, il y a de plus en plus d'étudiants qui sont intéressés, enfin de personnes qui font le cours et qui sont partiellement sponsorisés par leur organisation, mais ou bien payent par eux-mêmes, mais signent un contrat avec leur organisation où ils remboursent mensuellement. Et ça, c'est de plus en plus, on le voit de plus en plus avec les étudiants et d'autres personnes qui décident de participer. Si j'avais, j'aurais bien voulu avoir un ou une diplômée sur le cours, sur le webinaire, puisque mais ce qu'on peut dire, c'est que beaucoup de personnes chacun vit ce cours à une expérience unique, puisque on travaille sur les comportements de leadership. Donc c'est très personnel, mais c'est transformateur. Nous avons fait une étude sur le cours anglophone et nous sommes actuellement en train de faire une étude sur le cours francophone, sur l'impact du cours, qui démontre que ce cours est vraiment transformateur, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Chacun va retirer quelque chose qui va le ou la changer, et particulièrement sur le leadership, mais pas uniquement. Alors, ce que je propose, c'est de passer aux questions. Si Stéphanie, tu n'as pas d'autres ajouts? Non. Très bien. Eh bien, pour postuler, donc le cours est délivré, donc c'est un partenariat entre le Center for Humanitarian Leadership en anglais, Centre de leadership humanitaire, l'Université de Leuven qui accrédite le cours et Action contre la faim, bien évidemment. Et donc ce partenariat a été mis en place depuis 2017. Mais c'est la richesse. Donc, voyez, vous devez voir ce partenariat comme ce qui va vous aider à avancer dans votre carrière professionnelle. En fait, nous sommes là pour vous donner les outils qui vont vous faire avancer. Je suis prête pour des questions. Stéphanie, tu veux? Alors oui, je peux tout à fait répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à les rédiger, à les envoyer, je peux répondre par écrit ou à l'oral. C'est vrai que les témoignages que nous avons reçus, enfin vous voulez vous montrer un petit film ce matin, parce qu'il y avait eu des témoignages d'étudiants en cours, de diplômés et également de membres de l'équipe pédagogique. Parce que certains diplômés deviennent ensuite membres de l'équipe pédagogique et ça enrichit encore plus leur apprentissage. Mais un mot qui revient beaucoup, c'est transformation.
C'est vraiment un cours qui transforme qui on est et qui nous permet de devenir qui l'on souhaite être. Donc, c'est d'une certaine façon aussi très en lien avec ce qu'on appelle communément le développement personnel. Bien évidemment, ça se passe dans un cadre professionnel, puisque c'est en lien avec le secteur d'activité dans lequel on travaille. Nous sommes tous des humanitaires ou des anciens humanitaires dans ce cours, et que ce soit les étudiants ou les membres de l'équipe pédagogique. Et finalement, on se transforme tous ensemble. Donc voilà, c'est quelque chose qui, si on avait pu charger le film sur cette plateforme, mais on a eu peur de finalement mettre le lien. Un peu trop lourd. Je vais mettre le lien, comme ça vous pourrez copier le lien sur le chat. Voilà. Il y a une vidéo qui est hébergée sur Vimeo qui vous permettrait de visualiser un petit peu cette vidéo qui a été tournée au moment de l'unité 2 de la deuxième itération du cours qui a eu lieu en juin dernier à Dourdan. Voilà. Et donc, j'ai une question là, du coup, intéressante de M. Ba, qui est donc sénégalais avec une expérience de 12 ans en tant qu'éducateur dans une école. Et maintenant, vous êtes dans une ONG. J'aimerais savoir si je suis éligible. Alors, ça dépend depuis combien de temps vous travaillez dans le secteur de la solidarité internationale dans cette ONG. C'est vrai que toutes les candidatures sont évaluées en fonction, de façon tout à fait individuelle. Malgré les critères d'éligibilité, les prérequis que l'on a cités tout à l'heure, je peux revenir un petit peu sur le slide, c'était celui-ci. Bon, si vous n'avez pas tout à fait 5 ans d'expérience dans le secteur, pas tout à fait 3 ans d'expérience dans un rôle d'encadrement, tout dépend un petit peu de votre profil, de ce que vous avez fait avant et de quel est votre projet personnel et professionnel dans les années à venir, dans le cadre de votre évolution. Donc, le dossier de candidature est assez simple et assez rapide à remplir avec quelques questions clés qui permettent d'évaluer un petit peu si vous êtes éligible ou pas. Donc, ma recommandation, Sophie dit autrement, pour vous, Monsieur Ba, c'est de présenter votre candidature et de toutes les façons, vous recevrez une réponse circonstanciée vous expliquant si oui ou non et par rapport à quels critères, finalement, vous êtes éligible ou pas. Sophie ? Exactement. C'est vraiment au cas par cas et donc nous avons un comité qui va analyser votre dossier. Et par contre, si le comité voit que vous êtes presque là mais que vous n'êtes pas encore au niveau demandé, des recommandations vont vous être faites afin de pouvoir participer au cours l'année prochaine ou l'année d'après. Alors, pour le partage de la présentation, je pense qu'il sera possible, en fait, on va envoyer cette présentation à l'ensemble des personnes qui s'étaient inscrites à ce webinaire. Malheureusement, il y a un certain nombre d'entre elles qui n'ont pas pu se joindre. Bon, c'est toujours comme ça, on souhaite pouvoir s'inscrire et puis en savoir plus. Et puis finalement, au moment de la connexion, c'est peut-être un empêchement de dernière minute. Donc, avec l'ensemble des personnes qui ont participé, et peut-être des inscrits, on partagera cette slide de présentation et pour l'instant je vais vous recopier au moins le lien pour postuler sur le chat. Juste après le lien que Sophie a envoyé pour la vidéo. Oui. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Merci Monsieur Bain. En général, si vous envoyez votre candidature assez rapidement, ça peut prendre à peu près 60 minutes pour répondre au questionnaire. Si vous avez, quand vous avez rempli votre dossier, cela prend que quelques jours pour passer en commission. Donc, le comité se réunit de manière extrêmement régulière afin de vous pouvoir vous préparer si vous êtes accepté. Donc, je suis en train d'écrire également l'adresse email générique à laquelle vous pouvez envoyer toutes vos adresses.
vos questions supplémentaires lorsqu'il s'agit de situations personnelles ou particulières. La personne qui répondra à ces questions en général, ce sera Madame Loïs Meyer. Donc, c'est une dame qui s'occupe de prendre en compte toutes les informations que vous allez donner et essayer de répondre. Et ensuite, si vous avez des problèmes, après, ça passe, ça reviendra sur Stéphanie ou moi-même de reprendre la discussion. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous êtes plusieurs à écrire en parallèle, donc on va attendre que l'écriture arrive. Bonjour à toi Hélène, depuis le Tchad. Je vois que Olivier est en ligne. Bonjour Olivier. Nous connaissons certains d'entre vous. C'est avec grand plaisir que nous voyons connectés à ce webinaire ce matin. Alors, peut-être une chose dont on n'a pas beaucoup, sur lequel on n'a pas beaucoup enfin, tu as présenté Stéphanie, mais c'est vrai que nous avons une diversité de participants que l'on appelle étudiants et qui font la richesse en fait de cet apprentissage. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois que vous rentrez dans le système du cours, vous devenez étudiant et mais vous êtes tous au même niveau. Donc on vous considère tous au même niveau et vous êtes alors avec tout le respect que vous devez avoir, etc. Mais dans le système d'éducation anglophone, c'est très important que tout le monde soit considéré comme vous avez accès à la librairie, enfin la bibliothèque en ligne, vous avez accès à beaucoup de ressources que les étudiants ont, une carte d'étudiant, il y a beaucoup d'avantages. Alors le fait que vous êtes aussi à distance, l'université met en place tout un système de support pour ceux qui ont des problèmes de connexion, s'assurer que vraiment chacun puisse contribuer et participer au cours et que la distance ne soit pas un problème. Donc c'est vraiment un souci d'équité entre que ce soit les membres de l'équipe enseignante, pédagogique ou les étudiants. Il n'y a pas, Stéphanie est en train de répondre, je pense, les bourses. Je suis en train de répondre, exactement. Alors peut-être tu peux compléter ma réponse qui vient de s'afficher, mais effectivement, il y a certaines organisations, et c'est le cas de Action contre la faim, c'est le cas de d'autres organisations comme World Vision ou Save the Children, etc., qui parfois donc financent, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ou partie des frais d'inscription de leurs salariés. Et donc, au-delà de ces financements finalement qui sont accordés au sein même d'une organisation, il n'y a pas de bourse auquel vous pourriez postuler en tant que candidat voilà, pour bénéficier d'un financement complet. Au-delà des 4 bourses partielles dont Sophie a parlé de la part de la Fondation IKEA, qui sont pour couvrir les frais de l'unité 3 et 4 pour 4 étudiantes ayant déjà commencé l'unité, ayant déjà réussi l'unité 1 et 2. Ceci est pour la simple et bonne raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, les frais d'inscription sont déjà partiellement couverts par le financement que nous avons obtenu auprès de notre cofinanceur USAID via OFDA. Donc en fait, voilà, il n'y a pas pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver des financements supplémentaires pour avoir des bourses entières selon un certain nombre de critères, etc. etc. Mais peut-être que ça viendra dans des itérations futures, mais pour le moment, ce n'est pas le cas.
pour certaines organisations, des Nations Unies, il y a des financements possibles au sein de ces organisations, que ce soit UNICEF, je sais que UNICEF, l'HCR, le PAM ont des bourses spécifiques pour cela, pas pour le cours, mais pour le développement professionnel de leurs employés. C'est quelque chose où je vous conseille de vous renseigner. Évidemment, pour les personnes qui viennent ce qu'on appelle le premier tiers, c'est beaucoup plus compliqué si votre organisation ne peut pas vous. Mais pour donner une idée de prix avec les financements que l'on a reçus, c'est vraiment une formation qui a pour but d'être rendue accessible à une plus grande majorité d'étudiants, d'où les différences entre les différents échelons. Alors, Camille a une question sur les présentiels à Paris. Qu'advient-il si un étudiant venait à ne pas avoir son visa pour la France? Y a-t-il une mesure de compensation? Oui, il y aura une mesure de compensation. Cependant, Attends, Sophie, il n'y a plus de son là. Ah. Vas-y, recommence. Ah. Tu as coupé au début de ta réponse. Ah, désolée. Alors, je disais, au niveau des présentiels sur Paris, si vous n'avez pas votre visa, il y a tout à fait une possibilité de s'arranger, à savoir que la majorité des étudiants que l'on a eu et sur les 2 premières itérations ont tous eu leur visa, à l'exception d'une personne, mais parce que le visa a été déposé au mauvais endroit. Mais sinon, au niveau des visas, ça a été assez, ça a bien marché. Ce qui est beaucoup plus simple en comparaison avec l'Australie, où l'Australie, ça devient extrêmement compliqué d'avoir des visas. Voilà. Cette année à Dourdan, au mois de juin, en région parisienne, on a eu tous les visas, 100% d'obtention de visa. Donc, on rédige bien évidemment tous les documents nécessaires et on facilite l'obtention des visas à travers une attestation d'hébergement, une lettre d'invitation officielle, une confirmation de la prise en charge des frais, etc. etc. Donc, entre le support que vous pouvez avoir de vos propres organisations et le support que nous, au niveau de l'équipe cadre du programme de leadership humanitaire, nous offrons, en général, ça se passe plutôt bien. En revanche, ce que Sophie, on peut dire, il est vrai qu'il y a parfois certains étudiants ou étudiantes qui ont des problèmes, qui doivent interrompre leurs cours, soit pour une surcharge de travail, soit pour un changement de poste, soit pour des conditions médicales, et qui, par exemple, s'ils ne peuvent pas venir pour des raisons personnelles ou professionnelles ou médicales ou autres à l'unité 2, ils ne pourront pas continuer leur cours pour suivre l'unité 3 et 4 de cette même itération. Ils devront faire une intermission, c'est-à-dire interrompre leur cours et reprendre à l'itération suivante. Et dans ce cas-là, les frais d'inscription sont gelés et suivront et serviront pour la prochaine itération, etc. Donc, c'est quelque chose qui se décale dans le temps. Très bien. Est-ce que dernière question? Monsieur Ba, écoutez, pas de souci, on voit ça par mail. Vous avez mon adresse mail et puis on essaye de voir ce qu'on a comme créneau de disponible en commun le vendredi 11. Très bien. Alors, sur ce, moi, je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui. L'enregistrement pourra être disponible, je viens d'être informée, et
et nous pourrons aussi donc partager les informations que Stéphanie a dit avec la présentation via email ensuite. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre participation et des questions que vous avez posées. Stéphanie, je te laisse la parole. Oui, merci effectivement de vous être mobilisée. Ce qu'il est important de savoir, c'est que les meilleurs ambassadeurs de ce cours sont nos étudiants, nos diplômés, les membres de la faculté, mais aussi toutes les personnes comme vous qui s'intéressent à ce cours. Si parfois vous pouvez penser, bon, bah, finalement, c'est peut-être pas adapté pour moi, ça ne me correspond pas, ou je n'ai pas aujourd'hui ni le temps ni les moyens de m'investir sur autant de temps ou d'argent, n'hésitez pas à transmettre, n'hésitez pas à faire part et à partager ces informations avec votre entourage. On a tous et toutes des contacts, des collègues, des amis, des personnes avec lesquelles on a travaillé dans différentes organisations, dans différents pays, qui pourraient vraiment bénéficier de cette formation qui, encore aujourd'hui, est très connue dans le monde anglo-saxon, mais l'est encore un peu moins dans le milieu francophone. Donc surtout, n'hésitez pas à partager. Merci Stéphanie, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très très bonne journée et nous espérons avoir soit des questions, soit aussi des candidatures à revoir dans les prochains jours. Merci bien. Merci et au revoir. Au revoir.